Bonsoir et bienvenue dans Mimi, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. C'est le 16e épisode de cette 6e saison et j'ai le plaisir d'être accompagné de Natacha. Bonsoir Natacha. Bonsoir Antoine, alors on est dans l'information étrange aujourd'hui. Eh bien, figure-toi qu'on va régaler nos amis avec des petites réflexions qui sont issues d'une vidéo que je crois que toi et moi, enfin, toi tu l'as regardée, puis on en a parlé sur l'IA, Ah mais oui, ce soir on va vous faire une émission spéciale IA. Est-ce que l'IA nous rend idiots? Voilà, ou est-ce que c'est notre façon d'utiliser l'IA qui peut nous amener à devenir idiots? Comme tu l'as dit, on va se baser sur une excellente émission d'un youtubeur qui s'appelle Micode, si vous ne le connaissez pas, et qui a sorti il y a le 15 janvier La Fabrique à idiots, euh, qui pour moi devrait être une émission d'utilité publique à être vue par tous les collégiens et tous les lycéens. Et pourquoi est-ce qu'on a voulu parler aussi de l'IA aujourd'hui? Parce que eh bien dans les nouvelles du monde, tu as dû en entendre parler, Natacha, c'est Capgemini, le géant français d'informatique, qui va supprimer environ 2400 postes en France. Alors tous les médias se sont jetés dessus en disant à cause de l'IA. En réalité, ce n'est pas que à cause de l'IA, mais voilà, c'est toutes ces informations-là qui arrivent en même temps. Ça va nous permettre de pouvoir pousser un petit peu notre réflexion. Surtout qu'il y a, à travers cette analyse que tu vas faire de cette émission, il y a un certain nombre de règles, je pense, qu'il va falloir sur lesquelles on va un petit peu s'appesantir et réfléchir. C'est-à-dire cette utilisation de l'IA, ben, comment est-ce qu'il faut l'utiliser? Est-ce que il faut l'utiliser comme un outil d'assistance ou un outil d'automatisation cognitive? Ça va être ça le fond du problème. L'IA, finalement, c'est un tuteur ou un remplaçant, un Natacha? Je pense que tu vas nous trouver toutes ces réponses là-dessus, sachant que en réalité, lorsqu'on va utiliser l'IA, eh bien, il va falloir faire un réel effort mental volontaire si on ne veut pas finalement compromettre nos propres capacités cognitives. Il va falloir cultiver notre mémoire active et cultiver nos compétences réflexives. Voilà, et surtout, développer un sens critique. On a parlé de bon sens dans une autre émission. Là, il y a un deuxième sens qui est tout aussi important, c'est le sens critique. C'est le sens qu'utilise, en tout cas qui est majoritairement développé chez les complotistes, voilà, et pas forcément chez tout le monde. Et on verra que c'est une des pistes qui va nous permettre de vivre avec cette IA, parce que finalement, à l'IA, Natacha, est-ce qu'on va en réchapper? Je suis pas alors sûr. non, on va pas en réchapper à l'IA. Mais c'est peut-être pas le but, peut-être que le but de l'humanité est de faire autre chose. Et Natacha, pour les amis qui se poseraient la question: «Mais qu'est devenu le générique de l'émission?» Eh bien, si vous voulez tout savoir, il va falloir attendre et rester jusqu'au bout de l'émission pour avoir la réponse. Donc on se retrouve, dans une grosse demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. On ne sait pas encore trop, mais On y je pense va. qu'on a beaucoup de choses à se dire ce soir, Natacha. Oui, parce que moi, j'aurais pu vous parler, en fait, de la fin du monde, hein. J'aurais pu clairement vous parler de ça. Parce que j'aurais pu aussi vous raconter qu'un jour, dans un futur proche, une intelligence artificielle, mais militaire, c'est un peu l'idée qui était de chez Micode. J'aurais pu vous parler de ça, cette intelligence qui aurait été chargée, en fait, de gérer des systèmes de défense de plusieurs puissances. J'aurais pu voir ça. Donc une IA capable d'analyser en temps réel les flux économiques, les tensions diplomatiques, les mouvements de population, les réseaux sociaux, les images satellites. Vous voyez toutes ces idées qu'on se fait sur l'IA? J'aurais pu vous en parler. Comme d'une IA conçue pour anticiper les conflits avant même qu'un humain les perçoive. Et puis un jour, sans bug, sans piratage, sans sabotage, en fait, elle aurait rendu un rapport. J'aurais pu vous parler de ça. Il y aurait eu une conclusion simple d'ailleurs.
Mais j'ai préféré vous parler d'autre chose. J'ai préféré vous parler du principal facteur d'instabilité sur Terre, parce qu'il n'est pas technologique, il est humain. Ah oui, on va vous parler avec Antoine de l'IA, de ce qu'on fait avec l'IA. Mais moi, je vais vous parler de quelque chose de plus insidieux qu'une IA qui déclencherait une guerre nucléaire, parce que c'est un peu ça qu'on évoque. Je vais vous parler de nous, en fait. On fait bien plus efficace avec l'IA. Nous, on a supprimé quelque chose de fondamental. Peut-être le cerveau, l'effort. Ah, je dirais plus besoin de réfléchir, plus besoin d'apprendre, plus besoin de comprendre. Parce que aujourd'hui, et peut-être dans le futur, chaque décision suggérée, chaque texte complété, chaque raisonnement optimisé, on va dedans. On va on va pas dans, quelque chose que nous faisons, on va dans le moindre effort et je vais vous raconter pourquoi. On va parler avec Antoine de cerveau, on va parler d'IA, on va parler du futur de l'humanité. Je vais même vous parler de l'effet Flynn. Quelques-uns connaissent, d'autres pas. Vous allez découvrir tout ça parce que l'humanité ne va peut-être pas s'éteindre dans une explosion. Elle va s'endormir dans le confort et eh bien, selon certains, nous allons peut-être tous devenir idiots. C'est de ça dont je vais vous parler. Et donc, si vous êtes utilisateur de ChatGPT, de Mistral IA, de Perplexity, de toutes ces IA qui sont à la mode actuellement, si vous l'utilisez au quotidien, si vous l'utilisez pour faire votre cuisine, si vous l'utilisez pour faire vos devoirs, c'est pas bien les enfants. Euh, Allez-vous finir idiot? Eh bien, Natacha nous répond à cela dans quelques instants. Mais oui, parce que figure-toi Antoine et figurez-vous les amis que l'IA, ça fait explorer plein de domaines et on aurait pu, avec Antoine, vous parler encore des menaces, de l'empreinte carbone des, data centers, le pillage de la propriété intellectuelle, la souveraineté numérique, ou aussi les métiers qui disparaissent, comme nous dit d'ailleurs Micode, et il rappelle que tout cela est réel. Oui, tout cela est réel. Mais nous, on a choisi de nous concentrer sur le cerveau parce que selon moi, le cerveau, c'est ce qui fait aussi le présent qu'on a, notre futur, la société que l'on veut, et puis les humains que nous sommes. Et la vraie question, c'est ce qui se passe déjà aujourd'hui, sans scénario catastrophe, sans complot, sans machine consciente, même si on peut imaginer un complot, mais ça, je vous laisse dans les commentaires, nous abreuver de vos théories, qui sont toujours ultra intéressantes. Nous arrivons à une délégation progressive de notre pensée. Mais c'est pas voilà, c'est pas quelque chose de flagrant comme, quelque chose, d'une guerre nucléaire. Non, c'est insidieux parce que quand ChatGPT est arrivé, fin 2022, le débat a été immédiat. Vous l'avez tous entendu. Vous avez entendu d'un côté les enthousiastes, persuadés que l'intelligence artificielle allait libérer l'humanité des tâches ingrates, et de l'autre les sceptiques, convaincus qu'il ne s'agissait que d'un gadget qui hallucine, qui contredit, aimant parfois avec aplomb. Alors, je ne sais pas de quel côté tu te situes, toi, Antoine, mais moi, j'étais assez perplexe et j'ai réfléchi. Et toi, au début, quand Au ChatGPT est arrivé en tout 2020, début, au au tout tout début, début. Bah, écoute, quand on faisait des émissions avec Jérôme et qu'on parlait justement de cette montée de l'IA, on avait toujours en tête euh, bah, Terminator, hein. bah ouais, Donc, pour nous, c'était forcément le début de l'avènement de Skynet et de tout ce qui va avec. Aujourd'hui, c'est clair que j'ai toujours cette petite pensée-là en tête, en arrière-pensée, tu vois, mais c'est devenu un outil tellement pratique et tellement intéressant, d'ailleurs, quand on l'analyse, que, que je suis curieux de voir ce que ça va devenir. Et c'est vrai que, encore une fois, l'émission de Micode, on vous la conseille, hein, si vous ne l'avez pas vue, regardez-la, parce qu'en plus, il va illustrer tous les échanges biomécaniques dans le cerveau, quoi, bioélectriques, pour vous expliquer tout ça bien précisément. Euh, et
à un moment donné, eh bien, on va voir, quoi, vous allez vous poser la question sur quel type d'utilisation vous êtes, quel utilisateur vous êtes de l'IA, celui qui va vers l'idiocratie ou, Mmh. ou l'autre. Voilà. Rappelle quand même Idiocratie, c'est un film, moi, que je vous Mais oui, conseille de voir. Alors c'est pas le film du siècle, mais c'est vraiment un film qui me fait réfléchir et qui reste, dans je trouve que ça reste un repère, en fait, par rapport à ce qu'on à l'endroit où on va. Bah, c'est aussi là que je vous emmène. Alors peut-être pas en Idiocratie, mais peut-être, essayer d'avoir des repères aussi, pour savoir quelle bonne utilisation on va faire. Alors moi aussi, je vous conseille de regarder l'émission de Micode, mais avant, restez quand même avec bah nous. oui, quand même. Et puis surtout qu'on va faire un petit sondage, hein, pour savoir comment Mmh. vous positionnez par rapport à tout ça. Oui, et puis je vais vous parler de choses dont Micode n'a pas parlé. Alors, à l'époque où tu te souviens en 2022, avec ses premiers modèles accessibles au public, il y avait beaucoup de critiques. Bah, je trouve que c'était pas totalement absurde non plus. Mais pendant que, nous, les adultes, on débattait, eh ben, figure-toi que les usages se sont installés parce que très vite, vous le savez, les développeurs, ce dont a parlé Micode, c'est un peu axé là-dessus d'ailleurs sa vidéo, les développeurs ont commencé à générer du code, les étudiants à rédiger leurs devoirs et les lycéens à produire des dissertations complètes. Moi, j'ai connu l'IA il y a quoi? Il y a peut-être 1 an par mon fils qui est un ado en fait, et il avait l'habitude de l'utiliser cette IA. Il m'a dit: «Mais maman, en fait, tu sais que, tu peux améliorer tes trucs, tu peux, poser des questions à l'IA, il te répond», et cetera. Donc il m'a fait connaître ChatGPT et puis je l'ai testé, j'ai trouvé ça marrant, je me suis dit: «Tiens, c'est étonnant ce truc-là». Je me suis pas posé plus de questions que ça à l'époque, j'ai trouvé que c'était un outil absolument exceptionnel. Mais après, j'avoue, j'ai commencé à réfléchir. Parce que quand j'ai entendu certaines histoires, notamment cet avocat qui avait, qui s'est qui avait fait sa plaidoirie et sa plaidoirie en fait, était fausse. Il donnait des éléments complètement faux, parce qu'il l'avait recherché par IA, il avait pas le temps, il bossait son dossier et puis il a dit: «Voilà, j'ai, tel», alors je sais plus exactement ce que c'est, mais: «J'ai tel, truc à défendre, dis-moi quel est, de», c'était aux États-Unis, hein. «Dis-moi, quelle jurisprudence il y a», et puis l'IA lui a généré de la jurisprudence, mais très cohérent le truc, et donc oui, tu peux l'utiliser sans problème. Donc tu vas gagner en gros, et puis, bah, il s'est fait, mais voilà, c'est un bon exemple, je ne dirais pas. Démonter. Voilà, il s'est fait démonter. Mm. Et donc, une question commence à émerger pour nous, c'est quand est-ce que nous avons commencé à penser par procuration? Alors pour comprendre pourquoi cette question est si grave, vous savez que j'adore la cognition, j'adore la cognition, j'adore les neurosciences, et donc on va parler comme Micode, en résumé, on va essayer de comprendre comment le cerveau apprend. Vous savez qu'apprendre, c'est pas une activité abstraite, c'est un vrai phénomène biologique. Dans notre cerveau, nous avons des neurones, nous avons des échanges entre ces neurones, des échanges électrochimiques. Sans aller dans ce détail, quand vous apprenez quelque chose de nouveau, par exemple, il y a des régions cérébrales qui s'activent. Il y a des connexions entre les neurones qui se font, d'accord? Et il y a notamment 2 grandes régions cérébrales qui s'activent. On va parler de notre cortex, je vous ai déjà parlé de celui-là, le cortex préfrontal. Ça gère, alors on appelle ça les fonctions exécutives. Ça gère la planification, ça gère, la flexibilité mentale, j'y arrive pas. Ça gère, l'attention aussi, ça gère l'inhibition, comme l'inhibition de nos gestes, nos pensées, et cetera. Et puis ça, on peut dire que du coup, c'est une sorte de raisonnement conscient, en fait. Et puis, il y a une deuxième, donc je viens de vous parler de cette première zone-là, mais il y a du coup, quand vous apprenez, une deuxième zone qui est activée, c'est la zone de l'hippocampe, qui est donc chargée d'encoder de nouvelles informations, en fait. Et quand une c'est un peu la zone, on va dire de la mémoire, en gros.
Et quand une information est nouvelle, ces 2 zones communiquent intensément. Donc là, il y a plein d'échanges électrochimiques et vous avez donc des connexions neuronales qui se créent. Les connexions, c'est donc des axones entre les neurones. Donc si vous avez cette base, vous comprenez que le cerveau, en fait, se modifie physiquement et il se modifie le cerveau constamment d'ailleurs. Mais l'apprentissage ne s'arrête pas là. Il faut ensuite pratiquer. Il faut faire des exercices. Il faut, du coup, rappeler l'information depuis la mémoire. Sinon, ça ne fonctionne pas bien. Donc, dans l'absolu, quand vous apprenez, vous vous trompez, vous recommencez, vous observez ce que vous faites et c'est à ce moment qu'interviennent les ganglions de la base parce que leur rôle est de transformer l'effort conscient en automatisme. Et vous faites de la métacognition. La métacognition, sans aller trop dans le détail, c'est que vous observez ce que vous faites. D'accord? Alors plus vous répétez, plus les ganglions de la base prennent le relais, parce que c'est ça qui fait que ça devient automatique. Pour illustrer un exemple vraiment très simple, rappelez-vous quand vous avez commencé à apprendre à conduire. Voilà. Et voyez comment aujourd'hui vous conduisez avec en pur automatisme, alors qu'au tout début c'était crispé, et puis je pensais à ça, je pensais, voilà, c'est ce principe-là. Oui. Et c'est ce principe dont je viens d'aborder la question de la métacognition, donc sans que ce soit des gros mots, très qui vous fassent peur. En fait, c'est pour que ce mécanisme fonctionne correctement. Il y a donc cette troisième étape qui est indispensable, c'est ce que je vous disais, la métacognition. Maintenant, dans tous vos dîners, vous sortirez ganglion de la base, hippocampe, métacognition. Alors l'hippocampe, c'est pas l'animal, hein, c'est une zone dans le cerveau. Donc là, vous allez bluffer tout le monde, hein. Retenez bien, on a dit hippocampe, métacognition, ganglion de la base. Et puis, cortex préfrontal, alors ça le fait aussi. Donc, la métacognition, si vous voulez l'expliquer, vous direz que c'est la capacité à analyser ses erreurs. Mais c'est très important parce que quand un élève corrige un exercice, en fait, ses neurones vont, produire ce qu'on appelle un signal d'erreur de prédiction. En fait, il y a tous des systèmes, notamment dopaminergiques. Alors, il faut savoir qu'on ne sait pas trop le mesurer, hein, la dopamine on ne sait pas le mesurer parce que sinon il faudrait qu'on prélève, des doses, de sang et cetera et qu'on voit si on a produit de la dopamine. C'est des hypothèses qui sont souvent, qui émergent en fait dans les conversations mais ça, c'est encore à vérifier. Et alors donc si la réponse est fausse, quand on exerce cette fameuse métacognition, c'est-à-dire de la cognition sur la cognition, donc l'analyse de ce qu'on fait, le cerveau s'ajuste et si elle est juste, il renforce la connexion neuronale. Voilà, c'est en gros, très, très schématiquement, c'est la façon dont ça se passe dans le cerveau. Parce que c'est ce signal qui permet au cerveau d'apprendre efficacement. Et ça, c'est très important. Il faut déjà que vous sachiez ça pour comprendre ce qui va se passer avec l'IA. Ouais, parce que du coup, Natacha, en quoi le Eh ben fait oui, de travailler avec l'IA, ça empêche ce mécanisme-là? bah, tu vas voir. Alors, comment tu travailles avec l'IA, toi? Puis on va voir, avant, du coup, que je te raconte la suite, Ah, comment tu travailles avec l'IA? c'est moi le cobaye maintenant? C'est toi Bon. le cobaye. Mais Non, mais déjà, tu ouais, dis vraiment, hein? ouais, Tu ouais, vas pas, nous dire: «Oui, non, moi, moi, j'utilise l'IA comme un instructeur, Non, ça, non, non, non. comme une petite fleur. Ouais, ouais, ouais. Une Dis-nous pe- vraiment quand bah, tu et puis vous déjà, aussi, les amis, hein, dans les commentaires, mm, dites-nous vraiment avant qu'on raconte la ce qui va se passer. ouais. Déjà, ben, si vous ne savez pas comment travailler avec l'IA, la première chose à faire, mais vraiment, c'est de poser la question à l'IA, comment est-ce que je peux travailler avec toi de façon à exploiter tes meilleures capacités et que tu me donnes les résultats les plus corrects. Voilà. Et donc, il va vous expliquer comment le programmer. C'est très drôle, j'ai fait l'expérience. Et effectivement, il t'explique comment se programmer. Et entre autres, il faut lui affecter un rôle. Mmh. Donc,
Bien, effectivement, si tu es un avocat, tu dis bien, tu vas prendre le rôle d'un avocat. Si, tu veux lui faire analyser, une vidéo YouTube, tu lui donnes le rôle d'un expert YouTube, ou d'un grand cuisinier si tu veux, faire le plat de tes rêves à tes convives. Et à partir de là, c'est vrai qu'il va déjà avoir une approche qui sera beaucoup plus experte, le fait de lui donner un rôle, et plus vous allez comment dire? Lui définir, ses fonctions, et plus il va être précis et moins il va vous embarquer dans du grand n'importe quoi. Donc ça, c'est la base, Natacha. Donc c'est ce que tu fais, on est C'est ce que d'accord? je La fais, tout à question, fait. c'était le cobaye, qu'est-ce que tu fais? Après tu donnes Ouais, les conseils, mais je suppose que mais c'est oui, parce que c'est pareil, je suis monté en apprentissage, en réalité, au tout début, je l'utilisais, un peu comme tout le monde, un peu n'importe comment. Mais en réalité, non, il faut l'utiliser, d'une façon, beaucoup plus, concise et cadrée. Et surtout, moi, ce que je fais, et c'est pour ça que ça prend du temps finalement de travailler avec l'IA, c'est-à-dire que d'un côté, ça te fait gagner énormément de temps, c'est comme une espèce de méta Google, mmh. mais de l'autre côté, il va falloir, et c'est pour ça que j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, avoir vraiment un esprit critique sur ce qu'il vous restitue. Et c'est ça ce qui se passe, c'est que je suis tout le temps en train de vérifier finalement, mais je vous spoil un peu la fin déjà parce que Hop, 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 ouais, tu tout de suite là. donc je vais m'arrêter là. Et voilà, je Tu suis tout le temps t'arrêtes en train de effectivement, vérifier ce que d'accord, c'est pour tout le monde à la fin. ah, c'est pour tout le monde à la fin? OK, Bah, c'est ouais, pour tout le monde à la fin. c'est pour tout le monde, tu voilà. Parce que là, on va regarder en fait, ce qui se passe quand une IA fait le travail à votre place. Ah ouais, parce que vous êtes là pour ça. Que se passe-t-il quand une IA fait le travail à votre place? Parce que vous avez le texte que crée l'IA, on va dire, hein, pour, voilà, vous avez le texte, on va dire ça. La réponse, elle est correcte, sauf si tu as vérifié. Là, on rentre pas dans le détail, on va dire que la réponse, elle est correcte. Le résultat est satisfaisant, mais votre cerveau à vous, si vous n'avez pas fait le boulot, votre cerveau à vous, il n'a presque rien fait. Il n'a pas fait la recherche en mémoire, il n'a pas fait bosser son hippocampe, il n'y a pas eu de lutte intérieure là, cognitive, il n'y a pas eu de signal d'erreur, il n'y a pas de métacognition en fait. Et donc on obtient un produit, voilà, le produit brut, il est fait, vous demandez à l'IA, «Fabrique-moi ce truc-là», il le fait, mais il n'y a pas d'apprentissage de votre part. Et c'est ce qu'on appelle le délestage cognitif. Et ce phénomène, nous le connaissons déjà avec, le GPS notamment. Alors là, moi, je vous dis, je suis une experte en délestage cognitif de GPS. Je ne sais plus aller dans les magasins que je connais, moi, moyennement bien. Je sais pas trouver le chemin. Mais ça, c'est grave, hein? C'est vraiment grave dans ma propre ville, hein. Mais Mmh. je confirme, hein, je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés, sur le festival, de Téhémian, que tu devais rentrer chez toi, il t'a fait rentrer par des des terrains de terre parce Oh, que, c'est bien. comme tu faisais un pur délestage, cognitif, tu le suivais à la lettre. Ouais, c'était Mais très j'ai drôle. mais c'est horrible. Mmh. Que quand vous explorez un nouvel endroit sans assistance, en fait, bah, votre hippocampe, vous l'avez compris, il s'active pour créer une carte mentale. Chez moi, que dalle. C'est pour d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des taxis londoniens, mais c'est pour cette raison que ces taxis londoniens, qui sont soumis à un apprentissage extrêmement exigeant, en fait, ils ont un hippocampe qui est plus volumineux, que la moyenne, hein. C'est alors le mien, il doit être comme ça. Il était un poids. Pour le GPS uniquement. Pour le GPS, c'est ce que j'allais dire. Oui, parce que, moi justement l'IA, je l'utilise quand même un petit peu comme un chercheur d'infos. Je lui fais vérifier des trucs, je le fais, confronter à d'autres choses et puis je lui demande: «Prends ta casquette de ça et de ça et puis, explique-moi comment ça marche, tel truc, tel truc». Donc j'apprends énormément, en fait, je vous dis pas la suite. Mais quand vous utilisez un GPS en fait, mon hippocampe, il reste largement inactif. Le vôtre aussi. Aucune carte mentale, aucun repère durable. Vous savez, c'est ce qu'on appelle, je sais pas si tu le sais, toi Antoine, mais c'est ce qu'on appelle le Google effect. Mmh.
on mémorise plus en fait d'informations, mais on mémorise l'endroit où les retrouver, tu vois? Mmh mh. Et le problème, c'est que ces informations stockées, eh ben, normalement, ils servent de matière première à la pensée et voilà, on est plein dedans. Notre cortex préfrontal agit comme un bibliothécaire. S'il n'y a plus de livres dans la bibliothèque, la pensée devient pauvre. Et ouais. Et avec des IA génératives, en fait, ce phénomène, il atteint une ampleur inédite. Nous ne déléguons plus seulement la recherche, parce que ça, on déléguait la recherche d'informations, on délègue plus seulement ça, on délègue la formulation même de la pensée. Et cette intuition-là de pauvreté mentale, elle a commencé à être testée expérimentalement. On a plusieurs, études 2024-2025, on a plusieurs, du coup, équipes de recherche américaines qui ont mené des expériences sur l'écriture assistée par l'IA et le protocole était relativement simple. Vous aviez des participants qui étaient répartis en 3 groupes. Un groupe qui a écrit uniquement avec son cerveau, sans aide. Un second qui pouvait utiliser, internet, donc la recherche, mais pas de LLM et un troisième qui devait obligatoirement utiliser un assistant IA. Alors avant de vous dire les résultats, d'après vous, quels étaient ces résultats? Bon, toi, je pense que tu sais, parce que tu as regardé la même vidéo que moi, Je sais. mais c'est assez intéressant parce que les chercheurs ont mesuré l'activité cérébrale à l'aide d'électroencéphalogrammes. Et donc les résultats sont très troublants. Le groupe utilisant l'IA présente systématiquement l'activité cérébrale, mon Dieu, la plus faible. J'ai peur pour nos enfants là. Le groupe internet, il se situe au milieu, donc quand même, hein, pour aller rechercher des trucs, c'est moyen. Et le groupe cerveau seul, il montre l'engagement, évidemment, l'engagement cognitif le plus intense. Évidemment, donc il s'entraîne en fait, le cerveau s'entraîne et les chercheurs parlent alors de dette cognitive. C'est assez grave en fait. Il y a un gain immédiat quand on utilise l'IA, il y a un gain immédiat en efficacité, mais qui est payé par un coût cognitif et ce coût cognitif, il est invisible. Alors ces travaux, ils ne signifient pas que l'IA rend stupide en soi. C'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est pas une simple utilisation et tout d'un coup, elle va devenir complètement débile. Mais ça montre quand même qu'elle peut, avec cette utilisation, une certaine utilisation, elle peut court-circuiter les mécanismes naturels de l'apprentissage, lorsqu'elle remplace l'effort. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi j'ai fait 3 arrachements osseux là avec une entorse. Donc j'ai dû mettre un plâtre. C'était il y a 2 ans. J'ai dû mettre un plâtre. Ben, quand on m'a enlevé le plâtre, j'ai regardé mon mollet gauche et mon mollet droit. Et ben, mon muscle avait fondu. Bah, le cerveau, c'est pareil. Alors, l'histoire devient encore plus intéressante quand on observe les professionnels expérimentés. C'est un petit peu ce que commençait, à vous expliquer Antoine, parce qu'il y avait une large enquête qui a été menée auprès de plusieurs centaines de développeurs et qui a comparé, les usages entre les juniors et les seniors et les résultats sont complètement contre-intuitifs. Devinez? Mais ce sont les développeurs seniors qui, avec plus de 10 ans d'expérience, qui utilisent le plus le code généré par IA. C'est pas l'IA pour générer du code, c'est l'inverse. Ils utilisent le plus les codes générés par IA. Mais ils passent aussi beaucoup plus de temps à le vérifier, le corriger et le comprendre. Parce que les juniors, eux, génèrent le code par IA. Donc l'IA devient pour eux, en fait, comme une équipe d'assistants et ça, c'est génial
parce que, ils gagnent un temps fou, mais c'est parce qu'ils ont la connaissance déjà. Parce que chez les juniors, en revanche, l'IA est souvent utilisée comme une béquille et c'est là où eux n'apprennent pas et donc quand le code fonctionne, c'est parce que parfois il y a des bugs, il y a des codes foireux, mais du coup, il n'est pas compris et la différence n'est donc pas l'outil. La différence, c'est la solidité préalable, la solidité cognitive préalable, précisément et ce constat pose un problème immense, hein, pour l'éducation. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine? Est-ce qu'il Non, faudrait interdire c'est l'IA? non, mais surtout pas. Peut-être oui. Non, faut surtout que, l'éducation, le regarde, nos émissions, l'émission de Micode et comprenne, vraiment la bonne utilisation de l'IA. C'est vrai qu'en fait, l'IA, ça vous fait gagner, tu le disais, du temps, mais ça vous donne l'illusion de vous faire gagner des niveaux. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer en bas de l'échelle de l'apprentissage, heu il prenait, Micode l'exemple, des brigades de cuisine. Au lieu de, vous faire, commencer en tant que commis et puis après en tant que alors je ne sais pas quels sont les grades, il y a deux trois grades avant d'arriver, à second et puis après à chef, au chef étoilé. Heu, Ça vous donne l'impression que vous pouvez arriver directement, à être chef étoilé et donc oui, c'est dans les faits, c'est vrai, tant que ça reste finalement du travail, qui ne correspond pas du travail du chef étoilé, mais du travail, bien en dessous. Parce que dès que vous rencontrez des difficultés, eh bien, vous êtes pas apte à pouvoir résoudre ces difficultés, parce que vous n'avez pas eu tout l'apprentissage et il y a un des collaborateurs de Micode qui s'appelle Antoine d'ailleurs, je crois, Mmh. qui était, visiblement Sergent. très efficace jusqu'à ce qu'il tombe sur un bug dans ce qu'il développait et qu'il savait pas le résoudre parce qu'il s'était trop appuyé depuis sa sortie de l'école sur l'IA et finalement il avait perdu cette capacité de pouvoir réfléchir par lui-même, de pouvoir comprendre par lui-même et d'ailleurs Micode a fait une expérience qui est très bonne, hein. Il lui a dit: «Interdiction d'IA pendant 3 mois» Oui, c'est ça. et donc il a dû repartir de zéro Ouais. et qu'est-ce Bah, qu'il en est ressorti, effectivement, Natacha? oui, oui, bah, vous regarderez la vidéo, c'est très intéressant parce qu'il a dû tout apprendre, il a galéré un petit peu, mais au final, ça lui a beaucoup servi, en fait. Parce que interdire l'IA, effectivement, aujourd'hui, là, ça serait absurde parce que dans ce monde où elle est omniprésente, en fait, priver les élèves de cet outil ou plus tard, les adultes qu'ils seront, ça reviendrait directement à les envoyer au chômage cognitif. Ils y arriveront pas. Aujourd'hui, on est obligé, de travailler avec ça. On est obligé de se former à l'IA. C'est 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 un monde qui a beaucoup changé. Mais l'utiliser sans cadre produit l'effet inverse de celui recherché, en fait. Et ce dilemme commence déjà à produire des situations très concrètes. Donc dans la vidéo de Micode, je vous répète aussi moi l'exemple qu'il a donné. En Belgique, il y a 2. La Belgique est divisée en 2 parties. Pour les Belges qui nous regardez, vous le savez déjà. Pour les Français qui connaissent pas, il y a les Wallons et les Flamands. Et dans la partie du pays, dont l'examen était organisé sur ordinateur, en fait, il y a un taux de réussite qui a connu une hausse statistiquement anormale. Et dans la région où l'épreuve se déroulait à l'ancienne, sur papier, crayon, et ben, cette hausse n'a pas été observée. Et les autorités n'ont jamais affirmé officiellement une fraude massive, hein, c'est pas ça. Mais l'écart a suffi à relancer une question fondamentale. Quand la technologie est disponible, est-ce que l'effort disparaît naturellement? Je sais pas. Alors, que peut-on faire? La réponse, elle n'est pas technique. C'est ce qu'on voyait un petit peu avec Antoine juste avant. Elle est pédagogique. Si l'IA est utilisée pour fournir des réponses toutes faites, forcément, elle devient cette béquille cognitive dont on vous parlait tout à l'heure. Mais si elle est utilisée comme un tuteur, elle peut devenir un outil d'apprentissage assez extraordinaire. Vous avez des chercheurs de Harvard
qui ont par exemple conçu des assistants pédagogiques spécialisés capables de favoriser l'engagement actif, d'adapter la charge cognitive de ceux qui apprenaient et de renforcer ce qu'on appelle la mentalité de croissance. Et les résultats sont impressionnants. Vous avez des élèves qui ont progressé beaucoup plus vite, ils restaient plus concentrés et ils comprenaient mieux. Mais il y a un détail qui est essentiel en fait. Ces IA, elles sont pas livrées en accès libre. Elles sont encadrées par des professeurs qui organisent des progressions pédagogiques. Ce sont des enseignants humains qui font le boulot et sans cadre, les élèves, normalement, ils contournent l'effort. Alors c'est là où je vais vous parler de l'effet Flynn. L'effet Flynn, je ne sais pas si vous le connaissez, mais en gros, c'est quand, on va dire, l'intelligence a grandi plus vite que la sagesse. Alors, pendant presque tout le XXe siècle, il y a quelque chose d'étrange qui s'est produit dans le cerveau collectif de l'humanité. Ça n'existe pas, hein, le cerveau collectif de l'humanité. Mais c'est une image, parce qu'à chaque génération, les scores de QI augmentaient de manière régulière et mesurable dans le monde. Enfin, dans le monde, celui qu'on mesure avec le test de QI. Et donc ce phénomène porte, ce nom discret mais puissant que l'on appelle l'effet Flynn du nom du chercheur en fait, James, Flynn, qui dans les années 80 a osé dire tout haut ce que les chiffres murmuraient déjà. Les humains devenaient statistiquement plus intelligents et plus performants au test d'intelligence donc. Pas plus cultivés, mais plus instruits au sens scolaire, mais pas plus capables d'abstraction. Là où un esprit ancien voyait une chose concrète, l'esprit moderne apprenait à voir une catégorie. Là où l'on décrivait une situation, on commençait à analyser un système. Là où on racontait une histoire, on extrayait une règle. Le monde avait changé de texture mentale. Et l'effet Flynn n'indique pas que nos gènes auraient muté à toute vitesse. C'est pas ça qu'il faut comprendre. La biologie ne court pas aussi vite. Ce sont nos environnements cognitifs qui ont explosé. L'école plus longue, langage plus conceptuel, images, schémas graphiques, écran, enfin, l'urbanisation, la technologie, la complexité sociale. Notre cerveau, en fait, a bénéficié de ce qu'on appelle une plasticité cérébrale, c'est-à-dire qu'il se modifie en permanence. Et il s'est adapté comme une rivière change de lit. Nous avons appris à penser le monde plutôt qu'à simplement vivre le monde. Et il y a eu un retournement silencieux. Parce que depuis quelques décennies, il y a un frémissement trouble dans les courbes. Dans plusieurs pays occidentaux, l'effet Flynn, je vous ai parlé de cet effet Flynn, donc l'augmentation en fait de cet entre guillemets QI, l'effet Flynn ralentit. Et puis parfois même s'inverse. Les scores stagnent ou même baissent légèrement. Comme si quelque chose, après avoir monté un escalier pendant 100 ans, avait atteint un palier, puis hésité. Ce n'est pas que les humains, on va dire ça, c'est pas qu'ils deviennent plus bêtes, c'est que le type d'intelligence mesurée ne correspond plus à celle dont la vie moderne a réellement besoin. Et les tests, vous savez, je pense, les tests de QI, ils examinent la logique, en fait. Le monde exige en fait, maintenant, ce monde que l'on vit, il exige aussi de naviguer dans le chaos. Et nous savons raisonner, mais nous avons du mal à ressentir. Nous analysons, mais souvent nous dissocions. Nous comprenons des systèmes entiers, mais nous perdons peu à peu le contact avec notre corps, nos émotions, nos intuitions. Alors pourquoi je vous en parle? C'est aussi parce que je suis thérapeute psychocorporelle et que ça fait partie de mon travail et mon travail met en avant qu'il y a une intelligence du corps qui est complètement en lien avec l'intelligence du cerveau. J'en parlerai peut-être dans une autre émission. Parce que, on peut avoir une humanité qui est brillante, rapide et même connectée, mais elle va être anxieuse, fragmentée,
et puis aussi épuisée. Donc on va dire qu'une intelligence sans cette sagesse de vie, elle ressemble à une lampe très puissante qui est branchée sur une prise instable. En fait, ça éclaire fort, mais ça grésille. Et c'est sans doute la fin d'un cycle. Parce que l'effet Flynn, c'était peut-être pas un sommet à atteindre, mais c'était peut-être une phase de mutation, et c'était peut-être une période durant laquelle l'humanité a appris à manier l'abstraction avant d'être appelée à autre chose. Peut-être que la prochaine étape n'est pas plus d'intelligence, mais une intelligence autrement organisée. Et c'est là où je refais le lien avec l'IA. Parce qu'avec un cadre, l'IA devient un amplificateur d'apprentissage. Mais encore une fois, j'y vois un danger dont on ne parle pas forcément, mais c'est ce danger dont je viens de vous parler avec l'effet Flynn, c'est de ne plus être incarné dans ce corps, dans ce monde. C'est de ne plus ressentir, de ne plus avoir ces intuitions. Et le vrai danger n'est peut-être pas une intelligence artificielle, c'est peut-être notre relation à l'effort. Parce que la paresse, c'est pas un défaut moral, hein. En fait, c'est une vraie stratégie évolutive. Je sais pas ce que tu en penses, Antoine. Avant que je vous parle de cette stratégie évolutive, c'en est une vraie. Comment tu gères ça? Comment tu vois ces moments où tu dis: «Oh, je vais me reposer sur autre chose»? Oh, je le fais. Oh, ça ne m'étonne pas et c'est tout à fait normal parce que notre cerveau est programmé pour économiser de l'énergie. Tu le savais ça? Je pense que ça décomplexe un peu, ça enlève un peu de culpabilité. Nous sommes vraiment mais programmés pour ça parce que réfléchir, agir, réfléchir, ça consomme du glucose. Mais oui, c'est pour ça, ça consomme de l'oxygène, ça consomme du temps. Et ben l'IA, ça offre un raccourci parfait. Hein, tu pas d'accord? Ouais, et puis comme on n'a plus le droit à manger du chocolat depuis, l'émission d'il y a l'année dernière, Le sucre? voilà. Eh ben, je vous renvoie à l'émission sur le sucre qui parlait de cette, caramélisation de nos cellules. Bah, tu sais que moi, je me suis mise, alors ça fait je vais pas, trop parler de ça, mais je me suis mise à faire des gâteaux sans sucre ajouté. Mais sans sucre réellement ajouté, c'est pas des, édulcorants, des machins, non, non. Je me sers du sucre des fruits et j'ai pour ça trouvé des bouquins qui sont enfin surtout un qui est vraiment génial. Donc, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous pouvons éliminer presque toute forme de friction cognitive. C'est un truc de fou, parce que ça pose une question vertigineuse, cette histoire. Allons-nous utiliser cette puissance pour aiguiser notre esprit ou pour ne plus nous en servir? Je vous rappelle que ça, si on le fait pas bosser, bah, ça devient comme mon mollet après qu'on lui a enlevé son plâtre. Hein, hein. Alors moi, je vais te dire comment je l'utilise et vraiment je m'en suis, parce que c'est depuis pas super longtemps que je l'utilise un peu plus professionnellement parlant. Heu, Écoute, moi ça a boosté mon imagination, mais de façon, comme quand j'avais, 20 ans, quoi. J'ai des idées à la minute, je suis sur, plein de projets en parallèle. C'est c'est hallucinant entre les projets d'écriture, les projets tiens, je suis en train, pour, aussi illustrer ce que tu disais en termes d'apprentissage, j'ai voulu tester un petit peu ce que tu nous expliques et ce que raconte aussi Micode dans son émission. J'ai voulu transformer l'IA comme un prof me concernant, pour qu'il m'apprenne à faire un truc que je ne savais pas faire. Donc, j'en suis, au tout début, mais déjà ce qu'il m'a appris, je trouve ça assez incroyable. Hem, je me suis dit: «Tiens, si, je crée une petite application, alors, je ne sais pas encore si c'est à travers un site web ou une application de téléphone, qu'importe, qui va me permettre de pouvoir, recenser tous mes objets de collection, Tolkien, hein, comme, vous le voyez là, il y en a partout et pouvoir aussi, mettre à disposition, finalement du public qui voudrait utiliser l'outil pour pouvoir aussi recenser, cette collection, mettre les codes des objets et cetera et cetera. Donc je pars de zéro. J'ai jamais fait ça. Eh bien écoute, c'est assez incroyable et encore une fois, hein, c'est si tu lui dis: «Fais-moi ça»,
Bah oui, ça va on va finir en caramélisation de cerveau, Surtout si tu manges du sucre en surtout lui si disant, tu manges du sucre en même temps. toujours pousser. Ah Mais bah ça, c'est la f c'est le film là, hein, comment exactement, ça s'appelle? exactement, Idiocratie, ah mmh, c'est carrément là où on va. c'est ça. Mais par contre, si tu lui demandes de prendre la posture, bien justement d'un précepteur, personnel, c'était génial, il y a 2 siècles, quand Mmh. vous étiez de la haute, vous aviez droit à votre précepteur qui vous enseignait les choses. Et là, en définitive, on pourrait avoir un précepteur personnel, à la maison, mais il faut savoir, le programmer pour lui dire: «Aide-moi à apprendre» et il Ouais, va je vous aider. suis entièrement d'accord avec toi. Alors, Micode donne quelques petits exemples. Moi, oui, je fais pareil. En fait, je m'en sers pour apprendre parce que quand j'ai découvert un jour, j'ai eu un iPad, il y a donc dans le premier iPad et j'ai découvert une fonction qui était absolument géniale. C'était, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était une fonction où j'avais, accès à des cours, en fait, à des cours, à des trucs comme ça et ça m'a complètement fascinée. Parce que je suis une curieuse, insatiable du monde humain, du cerveau. Bah, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai fait des études de psycho, après des études de droit, il y a longtemps. J'ai fait des études de psycho sur voilà, la neuropsycho, d'ailleurs et la psycho du développement de l'enfant, pour comprendre l'humain. Parce que nous, on n'a pas choisi aujourd'hui de vous parler de l'empreinte carbone, comme je vous disais en début d'émission, des dat de la l'empreinte carbone des data centers ou de la propriété intellectuelle, des métiers menacés, ou de la souveraineté numérique, en fait. Parce que même si tout cela est réel et qu'il faut en prendre conscience, nous, on a choisi de vous parler de notre cerveau parce que c'est quand même quelque chose qui nous met en vie, qui nous met en élan vers l'autre. C'est quelque chose qui nous fait comprendre le monde. C'est absolument important parce qu'une société qui ne sait plus apprendre à ses enfants à penser, elle peut posséder mais toutes les technologies du monde. Elle peut posséder des philosophies, des croyances, que vous vouliez, tout, mais elle va quand même s'effondrer. Alors, non, moi je le dis, l'intelligence artificielle ne va pas nous rendre stupides, c'est nous qui allons le faire nous-mêmes si on sait pas, si on sait pas gérer le truc. Mais elle va nous obliger à faire un choix, en fait. À chaque prompt, chaque fois que vous lui dites quelque chose à cette IA, si vous l'utilisez comme une béquille, bah, vous devenez complètement débile, complètement idiot et les entreprises, pareil, elles vont peut-être favoriser, du gain, immédiat au détriment du cerveau de ses employés. Mais vous pouvez aussi l'utiliser comme un pareil, cet enseignant, cet assistant qui va vous aider à développer. Alors parce que, on l'a dit, hein, vous pouvez décider de déléguer votre pensée ou l'aiguiser. Bah, au fond, en fait, avec cette histoire, la vraie question n'a jamais été de savoir si les machines, elles sont intelligentes aujourd'hui, hein. On va pas développer de ça. On va pas développer cette idée. La vraie question, c'est de savoir si nous voulons encore l'être intelligent et pour ça, bah, suivez les conseils d'Antoine. Entre autres. Moi, ce que je souhaite, le vœu pour l'humanité, c'est une intelligence qui inclut le corps, le lien, l'émotion, le sens, mais non plus, savoir, résoudre des problèmes, mais savoir habiter le monde sans se détruire soi-même. J'ai étudié pendant longtemps les tests de QI, je les ai fait passer et finalement ça m'a beaucoup intéressée, mais après cette intelligence, je vous ai parlé de l'effet Flynn, cette intelligence qui monte, on pourrait imaginer celle qui descend dans la chair. Et là, évidemment, aucun test de QI ne sait encore la mesurer et j'espère qu'aucun test de QI ne saura la mesurer. Je suis absolument pas contre les tests de QI, au contraire, je les connais vraiment très, très, très bien. Ça a été l'objet de mes études
et je les apprécie beaucoup pour ce qu'ils révèlent. Ils aident vraiment beaucoup d'enfants à être, compris quand on sait bien les utiliser. Mais il y a une intelligence aussi bien plus puissante que ça. Oui, alors pour conclure, effectivement, Natacha, alors il y a déjà, je veux juste faire une petite digression par rapport à l'actualité qui se passe aujourd'hui en Iran. On voit quand une société va mal, quel est le premier réflexe des gouvernements? On coupe Internet, en dehors d'aller tirer dans la foule, mais on coupe Internet. Donc ça signifie que on n'est pas à l'abri un jour de nous retrouver face à ce genre de situation, plus d'internet, plus d'accès à l'IA, et cetera. Si vous avez basé toute votre construction, là-dessus, Ça vaut à mon avis pour les jeunes générations parce que nous, on a quand même nos bibliothèques remplies de bouquins, on a beaucoup étudié, on a cette habitude, on a utilisé les stylos, les papiers. D'ailleurs, je vous ai pas parlé d'une autre expérience, mais c'est une expérience qui montre, que en fait, on mémorise plus en se servant de nos doigts, je veux dire de nos doigts en écrivant. Se servir d'un clavier, ne favorise pas trop la mémorisation. Et ouais, ça vaut pour nos petits jeunes. mmh, exactement. Donc, moi j'ai essayé justement de réfléchir, un petit peu, à la Isaac Asimov, hein. Tu citais la bibliothèque. J'ai un certain nombre d'ouvrages d'Isaac Asimov, on a déjà parlé d'Isaac Asimov, hein, Mmh. auteur des robots, de Fondation, et cetera, qui avait, écrit les 3 lois de la robotique, et je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait, appliquer finalement ces lois de la robotique à des principes fondamentaux, d'utilisation de l'IA dans de bonnes conditions. Alors ce qui est drôle, c'est que forcément pour pouvoir, un petit peu éprouver ces principes, j'ai utilisé l'IA en lui donnant un rôle. Je lui ai donné comme rôle d'être une IA qui allait analyser la dangerosité des autres IA. Voilà, pour remettre un peu dans le contexte, et donc qu'elle m'aide à construire, ces principes, fondamentaux, qui vont nous permettre de conserver notre souveraineté, humaine. Donc le Et premier elle principe, a pas dit de s'analyser elle-même. bah, c'est la conclusion, bien Pardon. entendu. Donc Donc le quand 1er principe, c'est frontal, il faut savoir qu'il est extrêmement actif. La planification, elle est déjà là. Mais je sais pas pourquoi il y a la zone de l'inhibition, de la parole qui part. je ne ferai pas de commentaire sur Mieux cette pas. zone-là Si tu veux me revoir sur cette qui pourrait être scène. inexistante chez toi. Effectivement, on pourrait mal l'interpréter. Donc, Oui. Gaffe! le 1er principe, hein, c'est, l'humain finalement doit rester l'agent final de compréhension, de décision et de responsabilité. C'est-à-dire qu'une IA n'est jamais responsable à la place d'un humain. Si déjà vous avez ça en tête, c'est-à-dire que c'est quand même vous, au bout du bout, qui êtes responsable des actions, de ce que vous allez avoir mis en place, même si ça a été dicté par une IA. S'il y a un problème, je ne sais pas, qu'importe le problème et que vous finissez devant un tribunal, vous n'allez pas pouvoir vous défendre en disant: «Ah ouais, mais madame le juge, c'est l'IA». Ça marchera pas. Donc vous êtes toujours au bout de la chaîne, c'est-à-dire, c'est vous qui prenez la décision finale, c'est vous qui portez la responsabilité de cette décision, et donc il vous faut comprendre finalement ce que vous validez. Vous êtes à l'origine de la chaîne, vous êtes au bout de la chaîne, vous êtes acteur complètement. Exactement, Vous qui créez le prompt, c'est vous qui créez, vos vos désirs à travers l'IA et c'est vous qui gérez ce qui se passe. C'est un peu, c'est un outil, hein, l'IA, c'est mmh, un outil. c'est un outil, exactement. Donc, tu parlais de dette cognitive, hein, bien justement pour ne pas avoir, en tout cas pour ne pas générer cette dette cognitive, une IA ne doit pas remplacer une capacité mentale humaine sans mécanisme de compensation. Ça veut dire quoi ça dans le texte? C'est-à-dire que, ne perdez pas votre sens critique.
Il vous faut relire ce que vous avez construit avec l'IA, tout en gardant votre sens critique et en essayant de l'éprouver si ce qu'elle vous propose ne va pas tout à fait, en tout cas titille vos petites antennes d'araignée. Euh, N'essayez pas de résoudre un problème sans en comprendre le sens de la résolution. Sinon, vous engrangez votre dette cognitive. Et ça ne sert à rien. C'est-à-dire que oui, l'IA va vous aider à trouver une solution, mais comprenez pourquoi, comment elle a fait. Parce que vous devriez être ensuite à même de pouvoir le refaire tout seul. Autre principe, donc une IA doit expliquer, questionner, guider. Elle ne doit pas imposer son processus. Donc il faut qu'il y ait toutes ces étapes d'apprentissage, même si on met pas ce terme-là forcément dessus, mais il faut toujours qu'il y ait ce, ce, ce côté, si l'IA vous apporte quelque chose, il faut que vous compreniez, c'est-à-dire que si après vous coupez votre ordinateur, vous croisez votre voisin, vous discutez du sujet, ben, vous soyez capable de répondre et de réexpliquer, de comprendre finalement ce que vous avez produit euh, avec cette IA, pour être sûr de ne pas avoir produit un monstre. Toute interaction avec l'IA doit exiger un effort mental mesurable. C'est-à-dire que le choix doit être argumenté. Il vous faut comparer plusieurs réponses. Il faut même demander des justifications. Si l'IA vous balance des phrases comme ça, demandez des justifications en demandant les sources. Parce que vous pouvez aussi faire afficher les sources et ensuite aller vérifier vous-même les sources. Parce que parfois, l'IA va pas forcément interpréter le sujet, mais une source qui parle du sujet, et finalement, si la source se trompe, ben, l'IA va se tromper. Toute décision, autre principe, toute décision influencée par une IA doit être traçable, c'est-à-dire à quel endroit l'IA est intervenue, qu'est-ce qu'elle a proposé exactement, pourquoi est-ce que vous l'avez accepté ou refusé. Voilà, ça doit. On ne doit pas pouvoir dire à la fin, ah ben on ne sait plus trop ce que l'IA a changé. Parce que sinon, c'est mort, vous êtes trop influencé par l'IA. Et donc, un dernier principe, Natacha, on doit pouvoir évaluer l'IA sur 3 niveaux de dangerosité. Tu me posais la question tout à l'heure. On arrive donc à l'auto-analyse qu'a faite mon IA. Euh, Est-ce que son niveau de dangerosité est faible? C'est-à-dire qu'il assiste l'utilisateur que vous êtes sans le remplacer, il stimule juste la réflexion. Là, on est dans le vert, c'est bien, c'est comme ça qu'il faudrait pouvoir utiliser les IA. Est-ce que son seuil de dangerosité est modéré? Donc, il exécute, mais sous un contrôle strict. Donc là, on n'est plus dans de l'assistance, on est dans de l'exécution, mais on reste quand même sous votre contrôle. Donc, c'est encore un seuil acceptable. Et après, le seuil rouge, le seuil critique, l'IA remplace le raisonnement humain et il crée une dépendance. Parce qu'on n'en a pas parlé de ça, mais il peut y avoir une dépendance à l'IA, hein, comme une dépendance à n'importe quelle drogue. Donc, voilà. Si cette IA-là est dans le rouge, bah, il vaut mieux éviter. Et donc, bah, j'ai demandé à ce qu'elle s'auto-analyse, mon IA. Je l'ai fait sur ChatGPT, je l'ai fait aussi sur Mistral IA. Eh bien, les deux se mettent en modéré. Voilà. Donc, ils considèrent que, euh, euh, comment dire, ils peuvent, quoi, ils exécutent en fonction de ce que lui ordonne l'humain. Ils peuvent l'assister si finalement le rôle qu'on lui a demandé, qu'on lui a donné, c'est un rôle en termes d'assistance. Et souvent, les gens n'utilisent pas les rôles et veulent juste avoir les résultats le plus rapides. Et là, du coup, on passe en modéré, voire les plus, je vais dire feignants intellectuellement parlant, vont demander à ce que tout soit fait. C'est du style, fais-moi ceci, et puis on attend que ça donne quelque chose. Bon, voilà, ça, c'est vraiment pas la bonne façon d'utiliser l'IA. Donc, et vous, les amis,
Déjà, est-ce que vous utilisez l'IA? Comment vous l'utilisez? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ou ben, le samedi soir si vous êtes avec nous sur le chat. Je pense que voilà, les mentalités évoluent. Tu me posais la question en début d'émission, les mentalités évoluent avec le temps. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas pouvoir échapper à l'IA, sauf de vivre en plein milieu de la montagne, de couper Internet, de tout couper, de vivre avec ses moutons. Mais et encore, une IA, ça pourrait vous permettre de pouvoir localiser vos moutons et de savoir combien ils sont, si vous en avez perdu ou pas. Mais bon, je m'égare, je m'égare. Donc voilà, Natacha, mais en tout cas, c'était une belle approche de l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on n'avait pas encore eu forcément cette approche dans nos précédentes émissions. Je te remercie pour le travail que tu as donné. Et je vous avais promis une réponse à une question que l'on a posée en tout début d'émission, la disparition du générique. Et oui, ça c'est un sujet dont on a déjà parlé avec Natacha depuis le mois d'août. Vous savez, YouTube a modifié ses algorithmes. Et entre autres, ces algorithmes aujourd'hui sont complètement pilotés, devinez par quoi? Une IA? Une IA, voilà, par Gemini. Et entre autres, dans les algorithmes, ils calculent ce qu'on appelle les taux de rétention au bout de 30 secondes. Euh, après, je crois que c'est 1 minute, 5 minutes. Bon, voilà. Ils font tout un tas de calculs pour pouvoir proposer vos vidéos. Et c'est pour ça qu'il y a eu énormément de youtubeurs qui ont constaté rentrée septembre, et nous aussi, hein, on était dans le lot, une chute de vues astronomique. C'est parce qu'on ne répondait plus aux critères, aux nouveaux critères de l'IA de YouTube. Je suis en train de me dire, finalement, on est piloté par l'IA de YouTube, Natacha. Ah, On se rend compte qu'on est en train de s'adapter à une IA de YouTube, à une IA. On est en train de mm, s'adapter. C'est donc devenu un outil qui a été développé par certains et nous, en tant qu'humains, on se conforme à l'outil développé par certains. Mais au-delà de l'outil, il y a des gens qui ont voulu ça, quand même, hein. mm. Et moi, c'est pareil sur ma chaîne, parce que je suis thérapeute, mais j'ai une chaîne aussi où parce que j'étais journaliste. Natacha Co, on a. Voilà, Natashenko, alors je vous montre, je mets toujours, la petite référence là, je sais pas si on la voit à l'endroit où elle Oui, en oui, on la voit bien. Bon, on la voit aussi sur ta figurine pop là-bas, pour ceux qui ah ont de bons oui! yeux. Ma petite figurine pop, bah oui, celle-ci, qu'est-ce que ça montre? Eh bien, ça montre Natashenko et Miasme TV. Voilà nos 2 chaînes, mais Voilà. c'est Bah, c'était Brice qui se posait la question l'autre fois, mais voilà. Comme ça, il le voit de près. il se posait la question? Ouais, parce qu'il voyait mal. Ah ouais et bah, sur ma chaîne, c'est pareil, hein, j'en fais les frais là. En fait, le problème, c'est que on est un peu génération boomer, et donc forcément, on a été élevé au manga du Club Dorothée où Oh! vous aviez 1 minute 30 de générique avant d'arriver au dessin animé. Donc forcément, ça reste. Et quand on fait des émissions, on met des génériques. Donc Mmh. voilà. Donc Bah, c'est on va tenter l'expérience, voir si effectivement on va suivre les recommandations YouTube pour pouvoir être plus mis en avant. C'est vrai que l'objectif aussi, c'est que ben, vous soyez de plus en plus nombreux à nous découvrir. Et n'hésitez pas voilà, à faire savoir si vous êtes des nouveaux abonnés et si vous appréciez la chaîne, mettez des commentaires, ça aussi c'est important. Et puis voilà, et puis surtout, retrouvez-nous la semaine prochaine, Natacha. mais oui, avec plaisir, avec plein de commentaires qu'on lit toujours avec, moi j'ai pas pu répondre aux derniers commentaires, j'ai pas eu le temps, mais je les lis en tout cas et toi aussi tu les lis, tu y réponds et ça c'est vraiment très agréable de savoir ce que vous pensez. Ça peut stimuler aussi, l'imagination pour aller créer d'autres émissions avec d'autres thèmes. N'hésitez pas également à proposer des thèmes si vous avez des choses sur lesquelles vous aimeriez qu'on bosse. Ça peut être complètement possible dans la mesure, évidemment, des sources qu'on peut trouver. Voilà. Puis comme on est aussi une chaîne avec étiquette complotiste, donc on accepte, eh oui, bah oui, quand on fait forcément du Moonhoax, etc., on accepte vraiment
tous les commentaires à partir du moment où ils sont, Oui. cordiaux et étayés. Dès que ça devient agressif ou insultant, je me pose même plus de questions, je bannis. Voilà, donc sachez-le, vous avez le droit effectivement de nous contredire, d'apporter des arguments qui vont, bah, à l'opposé de ce que nous disons. Enfin, on ne donne aucune vérité, hein, on n'a pas la vérité absolue, c'est notre analyse à un instant T et nos avis peuvent, bouger. Parfois nos avis divergent aussi entre Natacha et moi. Donc on accepte vraiment tous les commentaires et il faut qu'ils soient cordiaux, voilà, sinon ban. Eh bien, nous, on va pas se bannir, hein, on va se retrouver la semaine prochaine et on va laisser quand même on va garder le générique de fin, Natacha, parce qu'on arrive au bout et puis à la fin, il doit y avoir un petit bêtisier. Oh non! Oh bah si, comme chaque semaine. Oh. Oh bah, ils m'ont échappé ceux-là. Je me souviens même pas. Allez, ciao, ciao, à la semaine prochaine, passez un bon week-end. Bon week-end. Bye bye. Tu me vois droit? Ah oui, non, mais non, parce que c'est ma caméra. C'est pas la Ouais, même caméra, c'est pas la même ouais, je suis caméra. idiot, tu vois? Ouais, ouais, voilà. C'est pas grave, tu Le utiliseras l'image, de du Zoom. la fabrique des idiots, mais voilà. Voilà, voilà madame, à trop utiliser l'IA, dis des bêtises. Bon, bah, écoute, hein, allez, on s'en fout, tout va bien. C'est parti! Youhou! Bonsoir et bienvenue dans Mimi, le magazine de l'information. Je vais la refaire. De l'ins Bonsoir. Hein? de l'insolite et des mondes C'est invisibles. ça. En fait, De je me l'information là. suis humecté la lèvre et du coup, j'ai pensé à l'autre, à l'autre docteur et voilà, ça m'a perturbé. Bah, tu m'étonnes. Et ben, moi, j'ai connu l'IA par mon fils qui m'a dit: «Mais Natacha» parce que j'écrivais beaucoup d'articles et il m'a dit, Natacha, qu'est-ce que j'ai raconté moi? Ça va pas le délire là. Ton fils Je s'appelle je Natacha et te vouvoie. donc je recommence. N'importe Mère quoi. Natacha. Mère Natacha. Donc je recommence. Nous n'avons pas, appris à penser le monde, plutôt nous avons, c'est l'inverse, nous avons appris à penser le monde